Je vais passer au prochain segment et là, je vais passer la pôle de l'animation à Dominique qui accueille deux invités. Je vais vous les présenter. D'abord, Vanessa Henry, avocate spécialisée en droit de la protection des données personnelles et de la sécurité de l'information chez Fasken et également de chez Fasken, une associée, Catherine Grenier. Alors, mesdames, bienvenue. Merci et je vous laisse en compagnie de Dominique. Et bienvenue à notre jeu pour vous accueillir, mesdames, un grand jeu assez intéressant de Jeopardy qui va bientôt commencer, l'écran devrait s'afficher. Nous avons une grande mission aujourd'hui avec vous qui va être de récupérer et d'éviter de payer la plus grosse rançon pour récupérer nos données. Et donc nous allons traverser quelques questions avec vous. Et puis, comme dans le Jeopardy traditionnel, on va pouvoir choisir des catégories et puis ça va être à celle qui va être capable de répondre la première pour récupérer notre montant en Bitcoin. Je propose, je vais proposer à la personne qui a le pointeur, d'aller dans la partie secret professionnel pour 300 de monnaie virtuelle. Alors, ce n'est pas des bitcoins, mais c'est une monnaie virtuelle. Et donc, la première question est: quelle est la condition principale pour l'application du privilège relatif au litige à un document, comme le rapport d'investigation forensique, mesdames? Oui. Alors, on commence en force, Dominique, avec une question plutôt légale aujourd'hui. J'avoue que j'ai eu du mal à comprendre la question. Donc, on va donner un peu de contexte. Puis merci de nous accueillir, d'ailleurs. On est très contents d'être ici. On devait, pour ceux qui ont eu l'occasion de lire le titre de notre présentation, on devait jouer à The Price is Right, mais on s'est rendu compte en cours de route que ça nous prenait une roue géante, 3 mannequins, 3 robes à paillettes et une voiture neuve. Alors, on s'est dit, pourquoi pas Jeopardy? Alors, pour revenir à votre question, quelle est la condition principale pour l'application du privilège relatif au litige à un document comme le rapport d'investigation forensique? On sait que quand les gens sont victimes d'un incident informatique, ils ont souvent à faire des investigations, ils ont à mener une enquête. Tout ça doit se faire normalement dans le plus grand secret. Pourquoi on est là, souvent les avocats, c'est pour s'assurer qu'il y a un secret professionnel établi entre nous. Et on entend souvent parler, les experts, d'une autre notion qui est le privilège relatif au litige. Et ça, c'est une autre forme de confidentialité qui existe, qui est différente du secret professionnel de l'avocat. Et la condition principale pour qu'un privilège relatif au litige existe, il faut que le document ait été préparé pour les fins d'un litige appréhendé ou actuel. Donc, quand on enquête des incidents de sécurité, bien souvent, on va être dans une situation où la compagnie qui est victime peut s'exposer à des insatisfactions de la part de clients ou de la part de partenaires d'affaires. C'est donc très important de garder la bulle de confidentialité qui entoure la préparation de vos documents afin de vous permettre d'enquêter de façon étendue sans avoir peur de vous incriminer. Est-ce que j'ai la bonne réponse? J'espère que oui. Alors, je ne sais pas si tu as la bonne réponse, mais j'espère. Comment ça fonctionne? Je ne peux plus cliquer. Le maître de jeu décide si on approuve la réponse de Catherine en pesant sur le crochet ou si on la refuse en pesant sur le X. Alors, moi, je vote pour qu'on l'approuve. Merci pour cette idée. Hop, ça va juste cliquer, c'est juste une petite question de temps technique. Et vous aurez vu que les prix sont tous en bitcoin. Alors, normalement, vous devriez voir les bitcoins s'accumuler en dessous de nos profils respectifs. Alors, pour ceux qui suivent le cours du bitcoin, ça fait énormément d'argent. Oui, effectivement. On n'a pas lésiné sur les zéros. Je comprends. Ça va me coûter cher en frais d'avocat. Bref, si on peut juste cliquer sur la petite croix verte, s'il vous plaît. Merci. Ah, on a perdu le cliqueur. Ouais. Ah. Bonne réponse. On continue. Parfait, on continue. Alors, je vais aller un peu dans les sanctions pénales. Je pense que c'est une bonne question. Puis on va commencer doucement pour un 100 de bitcoin virtuel ou de bitcoin par rapport à ça. Ouais, merci. Est-ce que les administrateurs peuvent être personnellement sanctionnés ou poursuivis à la suite d'un incident de sécurité? Je renote bien parce qu'on a encore Yves Paquette qui est présent avec nous. Est-ce que les administrateurs peuvent être personnellement sanctionnés ou poursuivis à la suite d'un incident de sécurité?
Donc, je vais prendre cette question-là pour l'avoir vécue récemment. C'est une question qui est importante. C'est une question que les administrateurs doivent savoir. On peut toujours, en tant qu'administrateur, engager sa responsabilité. Donc, c'est pas nouveau. C'est pas la cybersécurité qui a amené ça sur la table. On peut toujours le faire parce qu'on a une obligation d'abord de prendre des décisions qui sont bonnes dans l'intérêt de la compagnie. Ça ne veut pas dire les meilleures et les seules bonnes décisions. Ce que ça veut dire, c'est qu'il faut aller d'abord chercher l'information, donc les activités de gestion de risque, aller chercher des rapports forensiques, aller chercher qu'est-ce qu'on a besoin pour faire la bonne décision et choisir à l'intérieur de qu'est-ce qui est raisonnable, une décision qui se justifie. Donc, dans tous les cas que notre décision sociale ne se justifie pas, qu'elle n'est pas raisonnable, on peut effectivement engager notre responsabilité et bien évidemment, ça inclut les incidents de sécurité et ce sont souvent des événements dans lesquels on pointe du doigt. Hein? C'est de sa faute, c'est pas de ma faute. Alors, c'est un risque réel, d'autant plus que la loi prévoit, par exemple dans le cas des renseignements personnels, que les administrateurs qui permettent des traitements de données en sachant que c'est illégal pourraient engager leur responsabilité personnelle également. Maintenant, c'est pas des poursuites qu'on voit tous les jours, mais maintenant qu'on va avoir l'obligation de notifier les incidents de sécurité dans le futur, c'est là qu'on va voir vraiment s'il va y avoir plus de poursuites alentour de ça et s'il va y avoir plus d'accusations de part et d'autre. On l'a vu justement la semaine dernière, il y a des gens haut placés dans des compagnies de réseaux sociaux qui ont été indiqués en leur nom personnel. Donc, on voit que c'est une tendance qui semble se maintenir. Alors, à surveiller, qu'est-ce qui va suivre au Québec? Catherine, penses-tu que j'ai la bonne réponse? Je pense que tu t'en approches dangereusement. Donc, une responsabilité, hop, ça fonctionne. Oui, ça, dans certains cas, la loi prévoit la responsabilité pénale ou administrative des administrateurs à certaines conditions, notamment lorsqu'ils sont prescrits ou autorisés l'acte ou l'omission. Oh là là, parfait. Alors, je vais y aller encore avec une question. Alors, puisqu'on est dans les sanctions pénales, là, dans les poursuites judiciaires pour 200, s'il vous plaît. Ah, ça a changé, c'est sanctions et pénalités, mais c'est pas grave. Quelle est la distinction entre une sanction et une pénalité sous les nouvelles dispositions introduites par la loi 64, qui n'est plus un projet, qui est la loi 64, qui a été signée il y a quelques semaines? Catherine. À mon tour de répondre. Alors, on pourrait faire une conférence juste sur ce sujet, mais effectivement, la nouvelle loi qui vient amender la loi sur la protection des renseignements personnels introduit un nouveau régime qui est celui des sanctions administratives et renforce un régime qui existait déjà, qui est la sanction pénale, mais qui était un peu moribond, puisque nous n'avons jamais vu de sanctions pénales imposées en 30 ans d'existence de la loi sur le secteur privé. Donc, en gros, une sanction administrative, ça va être un régime qui va être administré par la Commission d'accès à l'information elle-même. C'est un régime qui va être beaucoup plus léger. Ce ne sera pas une preuve hors de tout doute raisonnable et il n'y aura pas les mêmes garanties constitutionnelles que celles qui sont conférées dans un processus pénal. C'est plutôt un moyen coercitif, certes, mais pour encourager les entreprises à se conformer et à adopter des démarches proactives pour respecter la loi. Quant au régime, et il faut quand même savoir aussi que les sanctions administratives, bien que ce soit un régime plus flexible et plus léger, on ira quand même chercher jusqu'à 10 millions de dollars ou 2 % du chiffre d'affaires mondial comme pénalité maximale pour une personne morale, pour une entreprise. En ce qui a trait au régime pénal, il monte à 25 millions de dollars ou 4 % du chiffre d'affaires mondial. Et évidemment, ce sera sous forme d'accusation en bonne et due forme devant un tribunal qui sera la Cour du Québec et ce sera une preuve hors de tout doute raisonnable qui devra être administrée par le poursuivant. Tout cela rentre en vigueur le 22 septembre 2023. Donc il faut faire attention aux incidents qui pourraient tourner autour des données personnelles. Je pense qu'on a un sujet demain sur la loi 64 qui sera animé par Antoine, je crois, sur l'heure du lunch. Donc je pense que c'est une bonne réponse, c'est ça? Oh, magnifique. Voilà. 23, c'est parfait. Et pour ceux que ça intéresse, d'ailleurs, après la conférence, on va mettre le jeu disponible. Donc, vous pourrez aller reprendre la plateforme de jeu, cliquer sur les questions et regarder les réponses qui vont être disponibles pour vous.
C'est toujours bien, dans un souper de Noël, les gens adorent ça. Oui. Ouais, écoutez, je trouve ça assez exceptionnel, effectivement. Surtout qu'il y a... Absolument, Exactement. là. Dans la partie planification, j'irais pour un 200 bitcoins dans la partie planification. Est-ce que la phase de préparation aux incidents survient uniquement et ponctuellement avant la mise en place d'un plan de réponse aux incidents? Je ne suis pas certain d'avoir tout compris la question, mais je pense Alors, que... lorsqu'on se prépare aux incidents, la question, souvent les gens disent, ben, je me suis préparé il y a 5 ans, c'est correct? Ah oui, Non, la phase, elle a l'air statique quand on regarde souvent les lignes directrices des autorités, mais elle n'est pas statique. En fait, cette phase-là, elle est vraiment en continu. Et quand on parle de préparation, là, je sais, il y a beaucoup de personnes en sécurité, vous êtes habitués, bon, oui, on fait des trainings, etc. Mais souvent, c'est les aspects juridiques qui sont oubliés. Comme ma collègue le disait, on peut avoir des litiges, par exemple, des privilèges du litige. Pour avoir un privilège du litige, encore faut-il le demander, le faire dans le bon ordre, avoir un avocat externe avant d'avoir mandaté la firme de conseil qui va venir faire l'enquête. Donc, on n'a pas beaucoup de chance de bien le faire, puis souvent, on a juste 24 heures, puis on a juste un moment. Donc, quand on parle de préparation, c'est vraiment une préparation holistique. Donc, pas juste de s'assurer que son équipe de réponse aux incidents est préparée, mais que son conseil d'administration est préparé, comprend les conséquences de leur choix, et s'ils n'ont pas les bonnes informations, vont un peu pousser dans la préparation pour dire, oui, mais moi, je ne serais pas capable à ce moment-là de prendre les bons choix. Au même titre que si je suis chef financier, je n'ai pas le goût d'être la personne qui est obligée d'approuver un paiement de rançon. Fait, souvent, quand on arrive et on passe par le conseil d'administration pour leur expliquer qu'ils vont devoir faire ces choix-là, ils disent, mais je ne veux pas faire ça. Moi, comme choix, c'est vraiment un mauvais choix. Je dis, oui, mais tu n'auras pas le choix si tu n'es pas capable, si tu as un hôpital, si tu as des gens en détresse, que tu n'es pas capable de remonter leur réseau. Et souvent, en faisant la préparation, on fait de la sensibilisation à des gens qui sont oubliés dans les programmes de sensibilisation. Donc, la phase de préparation, elle est en continu et elle n'est jamais terminée. Donc, on doit toujours y retourner de façon continue pour être capable de faire cette défense-là, de dire qu'on a été raisonnable. Donc, on ne peut pas dire, j'ai été raisonnable il y a 5 ans, c'est correct. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut vraiment que ça soit en continu. Et le plan de réponse aux incidents, c'est quelque chose qui doit venir du conseil d'administration, même si le chef de la sécurité est vraiment motivé. C'est le conseil d'administration qui va vivre avec les conséquences. Alors, il faut vraiment retourner vers le haut et dire pouce vers le bas. Et moi, je vais être ton champion d'implémentation, mais je ne suis pas la personne qui porte le fardeau de la compagnie. Il y a la notion d'imputabilité, effectivement, à l'intérieur, qui incombe au conseil d'administration. Je pense que c'est une bonne réponse. Moi, je l'aime bien, cette réponse-là. Comme tu le dis Oh souvent, non, c'était non? Ah oui, non. comme tu le dis souvent, Vanessa, si vous avez un plan de réponse aux incidents, testez-le. Alors, faites des simulations et mettez-le à l'épreuve. Mais je pense que le point qui a été apporté ici, c'est la notion légale et pas juste la notion technologique du plan de Absolument. réponse incident. Absolument. Merci. Merci. Allez, un petit coup de rançongiciel pour 500. Je suis joueur pour 500 bitcoins là, pour du ransomware. La rançon est à payer et maintenant. J'ai été plus rapide. Et Catherine a joué. Alors, il joue vraiment sur le plateau pour se voler les questions. Les enjeux sont intéressants, mais Vanessa, tu pourras compléter parce qu'il y a plusieurs éléments à prendre en considération. La rançon est payée maintenant. On sait que ce qui amène souvent les entreprises qui sont victimes de rançongiciel à payer des rançons, c'est le fait qu'elles n'ont pas accès à des données de sauvegarde saines et à jour. Donc, ça, c'est un premier incitatif. Une fois qu'on a payé, ce qu'il faut savoir de un, c'est que c'est pas parce qu'une rançon a été payée s'il y a eu de l'exfiltration de données par l'attaquant, ce que normalement votre investigation va vous donner comme information, on considère quand même que ces données-là, elles sont compromises. Hein? Les promesses de destruction et d'effacement et de non-utilisation de groupes criminalisés, même avec un sceau de garantie, ça ne vaut rien. Donc, je pense qu'une chose qui est à faire, c'est définitivement de compléter votre investigation, d'aller cibler les données qui ont été exfiltrées, de faire une analyse de ces fichiers, de faire une notification. Hein? On sait qu'au Québec, la nouvelle loi va imposer des notifications obligatoires aux individus touchés puis à la Commission d'accès à l'information. Donc, faites vos devoirs en termes de notification et également assurez-vous de colmater la faille, le point d'entrée de l'attaquant et
de mettre à jour et de sécuriser davantage votre réseau. Est-ce que, Vanessa, tu veux m'aider à compléter si tu as des choses à dire en ajout? On m'a dit que j'avais le droit d'avoir des Je vais te donner, des- je vais te des donner points 250 bitcoins. Mais moi, j'irais dans le même sens. C'est anecdotal, puis je sais qu'on le dit souvent, mais presque une fois sur deux, une compagnie qui va payer va se faire hacker après. Parce que ce qu'on vient de dire, c'est salut tout le monde, j'ai une vulnérabilité, je suis obligée de payer, moi, parce que j'ai pas de backup. Puis là, ça se parle, là, c'est ce qu'on appelle le darknet. Mais moi, être un criminel, je dis, cool, ils payent, eux autres. Ils payent, ils ont l'air d'avoir des bonnes assurances. Fait qu'il faut faire attention. Du moment qu'on s'affiche comme ça, vient autre chose par la suite. Et ça, il faut le prendre en compte avant de faire le paiement. Donc, même chose quand on notifie. J'ai vu des gens notifier quelque chose qui n'était pas colmaté. Donc, on notifie une vulnérabilité au monde entier. C'est pas ce qu'on veut dire quand on veut dire mitiger les dommages. Donc, c'est toujours de garder en compte l'obligation, qu'elle soit contractuelle ou qu'elle soit extra-contractuelle, c'est toujours de mitiger les dommages. Alors, qu'est-ce que je peux faire après pour mitiger les dommages est aussi important de qu'est-ce que je peux faire avant. Donc, on a vu des compagnies qui manquent de transparence, des compagnies qui sont dans le déni total, plein de choses comme ça. Bien, ça, c'est des choses qu'on va prendre en compte en cours. On va dire, écoute, la compagnie a peut-être pas été de bonne foi. La compagnie a peut-être pas pris des mesures qui auraient pu faire en sorte qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc, ça ne s'arrête pas avec le paiement d'une rançon, tant techniquement que juridiquement parlant. On est en train de parler d'une double pénalité, la pénalité de la rançon plus la pénalité juridique, parce qu'on n'aurait pas fait nos bonnes affaires. Je pense que c'est une bonne réponse. Hop. On avait oublié de surveiller le dark web, mais souvent, ça va être une bonne pratique à adopter parce que dans bien des cas, les enquêtes forensiques ont leurs limites et on connaît la capacité des attaquants à utiliser des logiciels ou des programmes comme Cobalt Strike pour effacer leurs traces. Donc, bien souvent, on va savoir quel serveur a pu être attaqué, a pu faire l'objet d'exfiltration. On voit des fois des traces de logiciels exfiltrants. Par contre, on n'est pas souvent capable d'aller cibler quel fichier ou quels documents ont été exfiltrés. Donc, on doit considérer souvent la machine au complet comme étant exfiltrée, ce qui fait en sorte qu'on n'est pas certain non plus que les renseignements sont vraiment entre les mains des pirates et ou ont vraiment servi à des opérations douteuses. Alors, en surveillant le dark web, vous pouvez voir où les données de votre entreprise sont rendues puis où ça circule. C'est une couche de plus dans la bonne connaissance de votre incident. On peut aller dans la partie retournée. Il y a une poursuite judiciaire. On n'est pas descendu dans cette catégorie-là. On va y aller tout doucement. On va commencer par 100 dans la partie de poursuite judiciaire. Est-ce qu'une organisation sera automatiquement condamnée à verser des dommages et intérêts aux victimes d'un incident de sécurité? Je pense qu'on part dans le projet de loi 64, là, mais je vois Vanessa qui saute sur la question. Bien, il faut que je rattrape mon retard en bitcoin. Je crois que Effectivement. Catherine m'en doit 250 pour les gens qui gardent le compte. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai souvent. Les gens m'appellent, disent, j'ai un incident de sécurité, ça y est, je vais aller en cours, ma vie est finie. Écoute, c'est pas un régime sans faute, là. C'est pas comme le stationnement dans les rues de Montréal. Encore faut-il avoir une faute. Et c'est ce qu'on dit quand on parle de résilience juridique. Donc, la résilience juridique, c'est de se trouver à un certain moment dans un instant de sécurité, mais de savoir qu'on a tout fait de façon raisonnable et qu'on a les mains blanches et que finalement, j'ai été raisonnable, j'ai eu des bonnes mesures, mais il n'y a pas de risque zéro. Il y a du zéro-day attaque, il y a des circonstances qui peuvent mener à. Et c'est très différent de dire que j'ai un employé qui a peut-être fait certaines erreurs, que j'ai la compagnie qui a fait des erreurs. Donc, avoir les systèmes c'est la bonne vieille conformité, c'est sûr, on entend beaucoup, beaucoup parler. Malheureusement, nous, les avocats, des fois, on est un petit peu en arrière, mais pour nous autres, c'est super important, la conformité, parce que je suis capable de sortir en cours et de dire qu'il y avait des processus d'affaires, il y avait du monde qui vérifiait, il y avait des rôles et responsabilités. Ça arrive, des incidents. Donc, non, il n'y a pas de dommage à intérêt automatique parce qu'on a un instant, ce n'est pas un régime sans faute. Okay. Donc, voilà, c'est pas juste. C'était vert. Je pense que c'est une erreur. La réponse était très exacte. La Ça prend réponse était quand bonne. même. Merci pour le cliqueur de la réponse verte. Mais on va lui demander c'est quoi la bonne réponse, donc. On va le mettre un peu on the spot. Pas nécessairement. Parfait. Effectivement. Donc, il faut démontrer qu'on a fait patte blanche avant de... On n'est pas forcément condamnable.
Exact. Mais à l'inverse, ce qu'on voit ici, là, quand on est rendu dans du dommage punitif, là, on parle de faute lourde ou intentionnelle. Donc là, on est vraiment dans deux spectrums complètement différents. Et quand on parle d'une faute lourde ou intentionnelle, c'est quelque chose qui a un petit peu de malice. Là. Ou, par exemple, on va avoir des minutes du conseil d'administration qui dit « Ah ouais, bien, vends toutes les actions, et on a eu un incident de sécurité hier, vends toutes les actions, puis demain, on va le dire au monde. » Ça, c'est le genre de comportements qui sont difficiles à expliquer quand on est face à ça. C'est une faute lourde. Je vois une petite question qui arrive de monsieur Yves Paquette. Ouais, moi, je suis propriétaire d'entreprise, donc je commence à être nerveux. Je pense que je ne dormirai pas bien ce soir. Je vais vous laisser ma carte. C'est ça, oui. Non, mais la question, il y avait deux questions. Je sais qu'on va avoir la conférence quand même sur la loi 164 qui va avoir lieu demain. Donc, je vais co-animer aussi. Donc, je vais sûrement avoir des questions, c'est sûr. Mais actuellement, ce qu'on voit dans tous les cas que vous avez présentés jusqu'à présent, est-ce que ça s'applique à l'ensemble des entreprises ou seulement les entreprises, par exemple, qui sont en bourse versus les entreprises privées? Non, c'est une bonne question. Il n'y a pas d'exception qui est créée pour la petite, moyenne ou grande entreprise. Donc, à partir du moment où on exploite une entreprise, même une entreprise individuelle ou une société, une organisation économique, une activité économique organisée et qu'on collecte des renseignements personnels ou qu'on en utilise ou qu'on en détient ou qu'on en communique, on est assujetti à la loi. Et le mot entreprise ne se limite pas nécessairement aux compagnies incorporées. La notion d'entreprise dans le Code civil, pour pas trop m'étendre, mais elle est très large. Donc, toute activité économique organisée, ce qui peut même parfois viser des associations, des sociétés en non collectif, des organismes même parfois à but non lucratif selon l'activité qui est réalisée. Est-ce que ça pourrait aller jusqu'à un consultant qui fait un mandat chez un client ou qui a manipulé des données personnelles de l'entreprise? Il pourrait être aussi considéré comme responsable? Oui, tout à fait. Normalement, l'entreprise aurait un contrat avec lui qui prévoirait qu'il doit faire bon usage des données qui lui sont confiées, qu'il doit agir raisonnablement et sécuritairement. C'est pour ça qu'il faut bien choisir aussi nos partenaires et s'assurer que si on a des données sensibles à confier et à faire traiter, on a les partenaires qui ont les bonnes mesures de sécurité en place. Merci. Monsieur Paquette, vous ne serez pas le seul qui ne va pas bien dormir cette nuit. Je pense qu'il y a bien des gens qui nous regardent. Et peut-être des gens dans la salle qui auront le sommeil Merci pour léger. cette réponse à 0 point. Moi, je pense Mais, que c'est perdu comme note. anyway. Vous voyez, les avocats aussi peuvent faire du bénévolat. Comme ça. Je vais le noter tout de suite, d'ailleurs. C'était notre moment pro bono de la journée. Je propose d'aller avec une question rançongiciel pour 100 bitcoins. Pourquoi la capacité de récupérer et restaurer les données est-elle pertinente pour répondre à un rançongiciel? Vanessa veut rattraper ses points à tout prix. Bien, et je dois récupérer les bitcoins des criminels, alors je suis vraiment motivée. Donc, pourquoi la capacité de récupérer et restaurer? Donc, ceux qui sont en cybersécurité le savent, c'est important parce que sans copie de sauvegarde qui fonctionne, on a très peu de chances de pouvoir répondre rapidement et effectivement à un rançongiciel et malheureusement, souvent, on va se ramasser dans le choix difficile de payer ou ne pas payer. Et il y a beaucoup d'entreprises qui prennent des lignes dures d'avance que je ne vais jamais payer. Nous, ce on suggère, c'est bien, fais-toi un plan au cas où tu dois payer. Donc, c'est toujours d'avoir un plan B, puis peut-être même un plan C. Donc, le plan A, là, le meilleur plan à avoir, c'est je suis capable de restaurer. Le plan B, c'est je suis capable de restaurer certaines parties, mais pas d'autres, et je vais aller trouver des compensations ailleurs, d'autres façons de fonctionner. Peut-être que ça va être mon assureur qui va m'aider, peut-être que j'ai une compagnie sœur avec qui je vais pouvoir partager certains réseaux, et ça, c'est vraiment le plan de relève. Et le plan de relève, on en a parlé pendant vraiment longtemps, c'était super la mode. À un moment donné, il y avait plein de films basés sur les plans de relève de la Maison-Blanche. Ouais. Puis à un moment donné, on n'en a plus parlé. Plus du tout, alors qu'on est vraiment dans un temps où tout le monde devrait en parler. Je pense qu'on l'a vu, il y a plusieurs choses qui peuvent être planifiées. Il faut toujours planifier pas le meilleur scénario, pas juste le pire, plusieurs scénarios, parce que ça se passe jamais comme on pense que ça va se passer. Donc, la capacité de récupérer et restaurer est importante. Lorsqu'on se trouve dans un incident de sécurité qui a ce type de questionnement, on devrait avoir une équipe élargie de réponse qui inclut la personne qui est en charge du plan de relève, qui, elle, va arriver avec son expertise et nous dire voici comment on va répondre à l'incident de façon logique. Lorsqu'on n'a pas ça, on a vu des entreprises, ça peut avoir pris
2 mois, 3 mois parfois avant d'avoir accès à des réseaux critiques. Et c'est souvent ça va coûter beaucoup plus cher que la rançon parce que peut-être que nous, dans notre industrie, on ne peut pas payer la rançon. Ça ne se fait pas. Alors, on va vivre avec le coût et parfois même, on va payer la rançon et quand même devoir payer ce coût-là. Et c'est ça qui fait très mal aux entreprises, c'est la non-disponibilité de l'entreprise. Évidemment, bien, les dommages réputationnels qui s'ensuivent, quand on va sur le site Internet, ça ne fonctionne pas, les gens se posent des questions, puis là, bien, ça fait boule de neige. Je comprends. Je pense que c'est une bonne réponse. J'ai l'impression que vous avez que des bonnes réponses. C'est un peu, j'ai l'impression que ce jeu est un peu truqué. Mais bon. On dirait qu'on fait ça tous les jours. On dirait surtout qu'on a eu les réponses à l'avance. Continuons. Merci. Je pense qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Il y avait une question magique. Une petite dernière sur la communication. Effectivement, il en manque là pour 200 bitcoins dans la partie communication. Quelles informations doivent être partagées sur l'incident de sécurité lors de la notification? Catherine. Alors, actuellement, au Québec, techniquement, aucune, puisqu'il n'y a pas de loi qui l'oblige. Mais en septembre 2022, les dispositions entreront en vigueur et vous aurez des explications là-dessus demain lors de la conférence d'Antoine et William. Ceci étant dit, il va sans dire que nous qui faisons de la réponse aux incidents depuis plusieurs années, nous suivons le modèle de la loi fédérale et de la loi albertaine et nous suivons le contenu des règlements fédéraux et de l'Alberta pour faire des avis de notification qui donnent plusieurs détails sur l'incident. Le but, c'est toujours de permettre à la personne de comprendre ce qui s'est passé et de lui permettre de se protéger adéquatement en lui donnant des mesures, des conseils et souvent en lui donnant une protection de crédit de façon proactive. Ceci dit, surveiller les règlements qui vont accompagner les dispositions législatives nouvelles au Québec. Le règlement va énoncer ce qui doit être inscrit dans l'avis de notification. Et également, les gens l'oublient parfois, les entreprises l'oublient. Oui, on a la notification en vertu des lois sur la protection des renseignements personnels, donc aux individus, mais comme entreprise, il se peut que vous fassiez affaire avec des compagnies qui sont souvent des clients là, de grande envergure ou des organismes publics, mais ça peut être tout client qui a inclus dans votre contrat des clauses d'avis en cas d'incident de sécurité. Parce que, par exemple, vous hébergez ou vous traitez des données qui lui appartiennent. Donc, on voit de plus en plus des contrats entre sociétés qui obligent la société prestataire de services à dénoncer avec un avis la survenance d'un incident de confidentialité. Et ça, bien évidemment, il faut respecter ces avis à la lettre pour garder la confiance du partenaire. Parfait. Je pense qu'on arrive presque à la fin du jeu. Je pense que c'était une bonne réponse. Comme par hasard. Très bonne réponse, merci de Catherine. Pour un total gagné de... J'arrive pas à lire parce que j'ai pas mes lunettes, donc je vais vous laisser. C'était presque un match nul, je vous dirais. Oui, mais à nous deux, on a 1300 bitcoins, Vanessa. Ça a l'air que ça vaut beaucoup d'argent. Ça vaut beaucoup d'argent. Je ne sais pas demain, mais aujourd'hui, beaucoup d'argent. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais j'ai quand même pour vous 2 petites cartes. Regardez, juste devant vous, je vais commencer par Vanessa. J'ai fait une petite carte qui est carte pied sur terre. Certaines évidences ne sont pas naturelles pour tous. Évidence, preuve, Il faut pouvoir y penser et les formaliser, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Le processus législatif en est le point culminant. Nous avons besoin de vous pour nous remettre les pieds sur terre, intégrer et comprendre la réalité pour agir suivant les bons principes afin de croître sereinement. C'est pour Vanessa. Merci beaucoup. Et puis, comme j'avais les pieds sur terre, j'ai aussi la carte tête dans les étoiles pour Catherine, pour dire que oui, il faut respecter les principes, les lois, les cadres, ça on a bien compris, et avoir les pieds sur terre. Mais cela n'empêche pas de conserver notre créativité, notre ingéniosité pour être un acteur de croissance. Merci pour les échanges, pour le jeu aujourd'hui, d'avoir récupéré les 1300 bitcoins. J'espère que ça va nécessiter des échanges par la suite avec la rencontre demain. Merci pour les échanges aujourd'hui qui nous aident à créer de la valeur. Merci mesdames. Merci.